Bonjour, ceci est le premier vidéo d'une séquence de 8 vidéos que je vous présente dans le contexte d'introduction à mon cours de sciences des données. Alors, je suis Alain Tapp, professeur à l'Université de Montréal depuis à peu près les années 2000. J'ai enseigné l'info théorique, la sécurité informatique et maintenant les sciences des données. Les vidéos qui suivent contiennent toutes sortes d'éléments d'information qu'on va voir plus en détail dans le cours. Et il n'y a pas de matière formelle en tant que telle. C'est plus comme une longue séquence de vulgarisation scientifique qui doit durer autour d'à peu près un peu plus qu'une heure normalement. Ce dont je vais parler, c'est la révolution des données, de l'intelligence artificielle. La science des données touche à un peu tout. Et ce qui est vraiment fondamental en ce moment, c'est que on a beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul et éventuellement, depuis quelques années, on a des nouveaux algorithmes, on a la science qui nous permet de rendre réelle cette révolution absolument extraordinaire. Donc, une des choses extrêmement importantes, si on veut faire de l'intelligence artificielle ou si l'on veut faire en particulier ce qui nous intéresse des sciences des données, eh bien, ça nous prend de la puissance de calcul. La puissance de calcul est importante dans le contexte de la révolution de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi beaucoup d'outils extrêmement puissants qui ne nécessitent à peu près aucune puissance de calcul en sciences des données. Mais lorsqu'on veut faire vraiment des miracles d'intelligence artificielle, là, on a besoin vraiment de beaucoup de puissance de calcul. De façon générale, on va essayer d'évaluer la puissance d'un ordinateur, et ça, c'est vraiment, même si ça nous donne une mesure en termes d'un chiffre, c'est pas nécessairement la mesure la plus précise qui soit, mais on peut compter le nombre d'opérations à point flottant que l'ordinateur est capable d'accomplir dans une seconde. Par exemple, un teraflop, ben, ça va être 1000 milliards d'opérations en point flottant par seconde. Depuis très longtemps, toutes les opérations en point flottant se font d'un coup, en une étape dans les processeurs, et c'est donc une bonne mesure. Si on regarde la puissance de calcul, remarquez ici, là, c'est une échelle logarithmique. Okay? Donc, à chaque fois qu'on monte d'une ligne, on multiplie par 10 la puissance de calcul. Et si on regarde en orange, c'est la machine la plus puissante au monde au cours des années. Il y a des sauts qui se font, évidemment, parce qu'il s'agit d'une machine. Mais si on regarde, par exemple, la ligne qui se trace avec les points verts, où on a la somme des 500 machines les plus puissantes, on a un phénomène de moyenne qui se fait, et on obtient une ligne à peu près droite. Donc là, au niveau de la puissance de calcul, c'est vraiment intéressant que lorsqu'on parle de superordinateur, en fait, la règle est très simple. C'est une règle qui ressemble beaucoup à la loi de Moore, mais ici, qui est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de 18 mois, puis il n'y a pas de taille, etc. Si vous regardez les graphiques, vous allez vous rendre compte que les superordinateurs doublent de puissance à toutes les années, presque exactement. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les 10 ans, on a un facteur 1000 d'amélioration. Donc, si on regarde aujourd'hui des trucs qui sont state of the art, donc l'état de l'art, ben, on aurait par exemple un bon microprocesseur de AMD qui a pratiquement un teraflop. On peut faire 36 teraflops avec
une carte graphique là, très récente, de très bonne qualité. Ici, évidemment, je calcule le nombre d'opérations flottantes en 32 bits parce que c'est plus réaliste pour comparer avec les autres systèmes. Et on voit finalement que la machine la plus puissante au monde, vraiment est absolument extraordinaire avec ses 518 pétaflops. Il y a eu un progrès extraordinaire au niveau de la puissance de calcul. Et là, je voudrais vous mettre les choses en contexte parce que si on regarde les jeux vidéo, les jeux vidéo sont supposés fonctionner en temps réel. Et donc, c'est pas comme si ça allait plus vite. L'image est plus belle, oui, je comprends, mais on ne voit pas plus de vitesse. Et lorsqu'on veut traiter du vidéo ou des documents, on va toujours à la limite de la capacité de notre machine. Et donc, grosso modo, les choses ralentissent. Et là, on ajoute une nouvelle machine. Ça redevient supportable et ça ralentit. Donc, si on veut vraiment regarder au niveau de la science, c'est quoi l'impact de cette augmentation de puissance de calcul si on veut traiter des données, si on veut traiter quelque chose qui n'est pas à chaque année 2 fois plus difficile à traiter comme des vidéos qui deviennent de plus en plus haute définition. En 1995, moi, je faisais ma maîtrise en cryptographie. Et là, en 2000, j'enregistre cette séquence de vidéos. OK? Et donc, à l'époque, je m'intéressais aussi à faire des calculs. À la crypto, si on veut briser des codes, par exemple, on peut vouloir faire beaucoup de calculs. On peut faire toutes sortes d'expériences. Mais grosso modo, l'augmentation de vitesse, si je regarde des super machines, ce qui me prenait 1 an en 1995, je le fais en 1 seconde aujourd'hui. Et ce que je fais en 1 nuit de simulation aujourd'hui, par exemple pour entraîner des modèles d'apprentissage profond, m'aurait pris 30 000 ans. Bon, 30 000 ans, c'est 29 998 années de plus de ce qu'on espère qu'un étudiant à la maîtrise va prendre comme temps. Et donc, ça fait vraiment une différence qualitative de pouvoir faire des expériences beaucoup plus vite. Bon, la même chose se passe dans d'autres domaines de la science, là. Et là, ici, on parle du coût de séquençage d'un génome. Premièrement, c'est beaucoup plus rapide en termes d'accélération que ça a été au niveau des processeurs, mais c'est intéressant pour nous en sciences des données parce que le génome, c'est devenu une donnée. Le génome, quand j'étais jeune, on connaissait sa taille et pour moi, c'était un nombre astronomique. Bon, maintenant, on peut stocker le génome de plusieurs personnes en entier dans un ordinateur sans problème. Et si on le stocke de façon différentielle, c'est-à-dire si on stocke la différence du génome de cet individu-là par rapport à un génome de référence, on parle, je pense, de 5 MB. Là, donc, c'est vraiment rendu quelque chose qu'on peut considérer comme des données. Bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le web. C'est un magazine où on frappe fort sur l'idée que les données, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent, c'est le pouvoir, les données, c'est l'argent, les données, c'est la connaissance, c'est la science, c'est la capacité. Aujourd'hui, les données, c'est tout. Ça a, à mon avis, beaucoup plus de valeur que le pétrole qu'on essaie d'arrêter d'utiliser. Au niveau des données, il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment ça qui fait la grosse différence aujourd'hui. Et là, dans le cours de sciences des données, je vais aborder aussi les aspects controversés là, de l'accumulation de données qui est faite par des entités, tout ça. Je vais vous parler même de l'aspect sécurité en termes de données un peu, des choses du genre. Mais là, aujourd'hui, on s'émerveille de la puissance absolument extraordinaire de la science des données, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle. Et donc, aujourd'hui, en ce moment, on est extrêmement ravis de voir qu'avec une tonne de données, on peut faire une tonne de choses absolument extraordinaires. En mars 2012, l'Encyclopédie Britannica est devenue une encyclopédie virtuelle, digitale. Et
Bon, ça coûtait 1400 $ et on avait 32 volumes. J'aimerais prendre l'occasion pour passer un petit message. J'entends souvent dire que les inégalités augmentent, les riches deviennent de plus en plus riches, mais quand j'étais jeune, on n'avait pas l'Encyclopédia Britannica parce qu'à 1400 $, c'est quand même assez cher, surtout en argent constant, là. Donc, ce qui arrive, c'est que, bon, on n'avait pas l'Internet non plus, l'Internet n'existait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde a accès finalement à la même encyclopédie, qui est beaucoup plus grosse, qui est dans beaucoup de langues. Malheureusement, elle est beaucoup plus riche dans les langues comme l'anglais. Mais on a une accumulation de données absolument extraordinaire. Bon, moi, je m'intéresse en intelligence artificielle à ce qu'on appelle les langues naturelles, le traitement des langues naturelles, la compréhension des langues naturelles, la production au niveau du langage. On appelle ça les langues naturelles par opposition aux langues formelles, comme les langages de programmation. Et c'est sûr que Wikipédia, c'est une source de données absolument extraordinaire pour faire apprendre des modèles à l'ordinateur. Donc, le nombre d'articles croît de façon hallucinante. C'est une encyclopédie intéressante et importante. D'ailleurs, certaines références que je vais vous donner dans le cours vont être tout simplement un pointeur sur la page Wikipédia lorsque je considère que la page Wikipédia est de qualité suffisante. Évidemment, les compagnies, particulièrement Google et Facebook, ont un modèle d'affaires qui est basé sur l'accumulation de données. Dans certains cas, ce sont des données qui sont publiques et dans d'autres cas, c'est des données qu'on considère confidentielles. Mais c'est la même chose pour Amazon et même Netflix qui, par exemple, va savoir à quel moment les gens décrochent d'une certaine série, qui vont accumuler des données sur qui aime quoi, de quelle façon, etc., etc. Pas seulement pour donner des recommandations aux usagers, mais probablement aussi pour guider leurs investissements lorsqu'ils vont produire du nouveau matériel. Amazon, encore une fois, accumule aussi énormément de données. Donc, au niveau des données, on peut avoir des données de toutes sortes de genres. On peut avoir des données qui sont médicales, ce qui pourrait permettre d'améliorer considérablement la médecine. On peut avoir des données qui sont légales sur les gens, au niveau des jugements, au niveau des crimes qui ont été commis, des infractions. On peut avoir des informations sur des trucs du genre les marchés financiers. On peut avoir de l'information sur la météo, sur des statistiques en assurance, sur toutes sortes de médiums comme les livres, la musique, les photos, les films, sur les impôts des contribuables. Les réseaux sociaux, évidemment, c'est une source intarissable d'informations. L'utilisation de la carte de crédit, les pages web que nous visitons. On peut aussi miner des banques de données comme Wikipédia, comme des forums comme Reddit, les courriels, les tweets, etc., etc. Ça continue. Bon, vos choix sur Netflix, vos recherches sur Google, votre transport en commun. Encore une fois, ici, j'essaie de parler des aspects positifs. Donc, évidemment, si on a beaucoup de données accumulées pour le transport en commun, ça permet de gérer beaucoup mieux le réseau. Votre position à travers le GPS, vos habitudes sur YouTube, ce que vous faites avec Google Home et même vos transactions Bitcoin, étant donné que si vous utilisez Bitcoin de façon conventionnelle, toutes vos transactions sont évidemment notées dans la blockchain. Au niveau des données intéressantes, par exemple, Google a rendu public, ils ont miné toute la littérature universelle, en tout cas en particulier en anglais, et il est possible de chercher des séquences de mots et de voir leur probabilité d'occurrence dans la littérature au cours des années. Et donc, on voit ici Frankenstein, Albert Einstein et Sherlock Holmes.
On voit ici que, évidemment, Sherlock Holmes a débuté à un certain moment donné. On voit aussi que Albert Einstein a débuté aussi un peu plus tard et que Frankenstein date d'encore plus longtemps que Mary Shelley parce que c'est un nom de famille. Alors ici, ça peut être intéressant de faire des recherches. Dans certains cas, le simple accès à des données auxquelles on peut poser des questions assez triviales comme ce mot-là, il se retrouve combien de fois dans la littérature, ça peut nous permettre de comprendre des phénomènes de façon assez impressionnante. Alors, une autre partie du cours qui est intéressante et importante, c'est la visualisation. La visualisation des données. Ici, je ne parle pas nécessairement d'œuvres d'art, comme ici cette visualisation des langues indo-européennes en forme d'un arbre. Évidemment, en sciences des données, on va utiliser des arbres pour représenter de l'information, mais bon, ça va ressembler un peu plus à des choses comme ça. C'est ce que je veux dire quand je parle de visualisation de données. Je vais probablement parler un peu de comment on présente des graphiques de façon intellectuellement honnête, mais le cours réellement va porter sur comment on visualise des grandes quantités de données de façon scientifique. Donc là, ici, par exemple, on peut avoir des grandes quantités de documents écrits dans différentes langues et on peut essayer de faire un arbre pour représenter l'époque où on pense que les langues se sont scindées, etc. Bon, c'est un exemple ici que j'ai trouvé sur le web, que je ne vais pas utiliser nécessairement dans le cours, mais on peut aussi vouloir représenter des opinions politiques. Et là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus clair ce qu'on doit faire. On pourrait avoir, par exemple, un questionnaire qui contient une trentaine de questions, évidemment des questions à choix multiples, ou disons des questions du genre êtes-vous d'accord avec cet énoncé? 0, pas du tout, 5, complètement d'accord. Et là, avec ça, on va se retrouver avec un vecteur pour chaque personne qui a répondu au sondage. On va avoir des données pour chaque personne qui a répondu au sondage. Mais si vous regardez ces données-là, vous ne voyez pas grand-chose. Vous pourriez faire des moyennes, vous pouvez faire des corrélations, mais ce n'est pas nécessairement exactement le truc le plus utile. Par contre, on va voir des techniques de réduction de dimensionnalité où on va prendre les 30 questions et on va les représenter avec juste 2 valeurs au lieu de 30 valeurs. Et dans ce cas-là, on pourrait diviser finalement l'ensemble des gens dans un plan bidimensionnel. Si on travaille avec des jeux de données plus complexes, c'est un jeu de données qui va revenir souvent. Je l'appelle MNIST. Je ne pense pas que la prononciation est correcte. C'est un vieux jeu de données, relativement vieux aujourd'hui, qui a été produit de façon très systématique. On a regroupé des chiffres qui ont été écrits à la main par des gens. Il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées là-dedans pour avoir une certaine variété. Et on a ramassé 70 000 exemples. Et les exemples ont été traités ensuite pour centrer l'image, organiser que les tailles soient comparables, etc. Donc, ce sont des données très, très propres pour faire des expérimentations en informatique, en apprentissage automatique, en sciences des données et même en intelligence artificielle. Et là, si on veut, par exemple, représenter ces données-là en faisant une réduction de dimensionnalité, bien, vous voyez, chaque chiffre ici correspond à une image en particulier. Et cette image-là a été projetée sur un plan. On voit que les zéros sont ensemble ici. On voit que les 4 sont dans une certaine zone. Les 1 et les 4, finalement, ont des choses en commun, etc. Et là, si on regarde tout ça, on obtient une vue, qui peut être intéressante. Mais on peut pousser avec d'autres techniques
Et en utilisant d'autres techniques, on se rend compte qu'on peut projeter sur un plan de façon beaucoup plus précise les différentes valeurs. Et là, ce sont des chiffres écrits à la main. Mais imaginez qu'au lieu d'être 10 chiffres différents, on pourrait avoir 10 pathologies ou 10 problèmes, des problèmes médicaux ou 10 systèmes qu'on veut comparer. Et là, si on a un nouvel élément, on va le projeter sur le même plan. Et là, on va voir qu'il tombe, par exemple, dans la tâche rouge où il y a les 3, ou il tombe dans la tâche bleue où il y a les 0. On pourrait presque finalement utiliser ça pour faire de la classification. Une des choses les plus importantes qu'on va vous demander avec des données, ça va être de faire des prédictions. C'est une partie extrêmement importante des sciences des données. Et au départ, c'était à peu près tout ce qu'on faisait en apprentissage automatique. Donc là, dans le cours, on va parler de prédiction à partir d'algorithmes d'apprentissage automatique. Je reviens à MNIST. MNIST, on a nos 70 000 exemples. Ici, on en voit une partie, ils sont classés, les 0, les 1, les 2, etc. Donc, par exemple, si on veut avoir un système informatique qui va apprendre à classifier les images, il faut que le système apprenne qu'est-ce que c'est un 2. Ce sont des petites images de 28 pixels par 28 pixels. Et à partir de ça, on a un vecteur, puis le système doit apprendre qu'est-ce que c'est un 2. C'est pas évident. Qu'est-ce qui caractérise un 2 en termes d'image? Si je reviens en arrière, on peut avoir dans certains cas un trou au centre en bas à gauche. On peut avoir des 2 qui sont beaucoup plus gras, d'autres qui sont beaucoup plus fins. C'est pas évident d'écrire un programme informatique où on va dire si tel pixel a telle valeur et que tel pixel a telle valeur, alors regarde la corrélation entre ces 2 pixels-là. Bon, écrire un programme comme ça pour un informaticien, un ingénieur, c'est vraiment un cauchemar. Alors, l'apprentissage automatique, on veut que le système apprenne à résoudre le problème par lui-même. Alors, on va apprendre à reconnaître l'image, c'est-à-dire à la classifier dans la bonne catégorie. Pour faire ça, on a des exemples d'apprentissage. Vous voyez ici, j'ai 60 000 exemples d'apprentissage. Ces exemples-là, on va les utiliser pour entraîner nos modèles, les paramètres, les hyperparamètres, tout le kit. Et une fois qu'on va avoir entraîné le système, les 10 000 qui restent, on va s'en servir sans jamais les avoir utilisés pour vérifier comment le système performe sur des données complètement nouvelles. Parce que l'apprentissage automatique, ce n'est pas, c'est pas une science qui essaie de minimiser l'erreur sur les exemples avec lesquels on apprend. Parce que c'est facile de minimiser l'erreur sur les exemples avec lesquels on apprend. Il suffit de les apprendre par cœur. L'apprentissage automatique, son but, c'est de minimiser l'erreur sur les nouveaux exemples qu'on n'a jamais vus. Et un des exemples impressionnants, un des domaines impressionnants où l'apprentissage profond a permis vraiment une révolution, c'est la reconnaissance d'images. Et donc, il y a un concours qui n'existe plus maintenant, qui a duré un certain nombre d'années. C'est un concours où les gens vont soumettre des algorithmes de classification d'images. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'un concours qui, lorsqu'il a été lancé, qui était très difficile parce qu'on avait 1000 catégories d'images. On avait toutes sortes de catégories d'images. Par exemple, ici, vous voyez un choix aléatoire d'exemples pour les bananes. Ici, vous avez un choix aléatoire d'exemples pour les fraises. Il ne suffit pas juste que ça soit rouge. Dans certains cas, c'est plus compliqué.
Bon, ce sont des exemples un peu plus faciles, mais éventuellement, dans le concours, on a utilisé 100 races de chiens. Par exemple, le terrier australien et le Norwich terrier. Bon, moi, je ne sais pas si je serais capable de faire la différence entre les deux. Donc, il y avait des catégories qui étaient plus difficiles que d'autres. Et au cours des années, bon, en 2010, la révolution du deep learning n'était pas là. Donc, les systèmes étaient tellement mauvais que plutôt que de les évaluer en comptant le taux de succès, on leur demandait de donner 5 réponses probables plutôt qu'une. Et on était tout à fait satisfait si la bonne réponse était parmi les 5. OK? Donc, ici, un taux d'erreur en 2010 de 28 %, ça veut dire que 28 % du temps, ou si vous préférez, 72 % du temps, parmi les 5 réponses produites par le système, la bonne réponse était là. Et 28 % du temps, le système était complètement dans le champ avec 5 réponses qui étaient toutes mauvaises. Mais le deep learning est apparu et là, déjà en 2012, ça commence, là, le taux d'erreur commence à diminuer et le concours est arrêté. Bon, on peut comparer, on peut s'amuser un peu avec l'être humain, là, mais la valeur qui est donnée ici d'un point de vue scientifique n'est pas extrêmement significative parce que ça dépend quel genre d'humain. Par exemple, si c'est un humain qui est capable de différencier les races de chiens, il va faire moins d'erreurs. Mais simplement par fin, pour vous donner une échelle un peu de comment les gens se comportent. Le concours n'existe plus parce qu'à toute fin pratique, aujourd'hui, si vous devez reconnaître une catégorie comme banane ou comme ordinateur portable ou comme personne ou comme paysage ou comme fête, si vous donnez suffisamment d'exemples, le système va faire très peu d'erreurs. Bon, il y a quelques années, j'avais été surpris de voir que si vous êtes ornithologue, si vous vous intéressez à l'observation des oiseaux, comme mon père le fait par exemple, ben, dans certains cas, vous prenez des photos, ça peut être difficile d'identifier l'oiseau à partir d'un livre. Mais si vous avez un système informatique de reconnaissance qui permet de classifier les oiseaux à partir d'une image, c'est beaucoup plus facile. Donc, au niveau de la prédiction, on peut vouloir prédire bon, des fraudes, on peut vouloir prédire un diagnostic, en fait, formuler un diagnostic par rapport à certains symptômes. On peut vouloir prédire les récidives, et ça, c'est assez controversé. On peut regarder le dossier d'un criminel qui a été condamné, et là, on veut décider si on doit le relâcher en liberté conditionnelle. On peut aussi évaluer votre solvabilité. Est-ce que oui ou non, on devrait vous prêter un autre 5 000 $? Le risque en général, on peut s'amuser aussi à essayer de calculer la compatibilité amoureuse, toutes sortes de choses de ce genre-là, mais aussi des choses extrêmement terre à terre et concrètes là, en pratique qu'on fait sur des données dans les entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir des données, si on essaie de faire des prédictions, OK, ce n'est pas uniquement pour économiser de l'argent. Évidemment, un système informatique qui traite des données à partir d'un patient, ça va être relativement peu coûteux en termes d'équipement parce que au niveau du patient, il va y avoir relativement peu de variables, donc c'est peu probable qu'on ait besoin d'une grande quantité de puissance de calcul. Et on pense qu'on va vouloir faire des sciences des données pour économiser de l'argent parce que les experts sont extrêmement coûteux. La réalité, c'est que les experts sont moins performants qu'on le croit, particulièrement si on est dans un cas où il y a des données. Et donc, si on regarde typiquement des décisions prises par des experts, dans le cas où il y a des données, et qu'on peut effectivement vérifier si la prédiction était bonne, les machines, avec des systèmes de base basés sur les statistiques en sciences des données, vont surpasser l'être humain à peu près à coup sûr. Ça peut être surprenant, mais c'est une réalité.
Donc, au niveau des données massives, on va aussi aborder ce thème-là dans le cours. On va parler de recherche d'information. Donc, la recherche d'information, ça a commencé avec les systèmes du genre Google, où par des mots-clés, on va trouver des pages web. Mais c'est intéressant aussi pour trouver des documents légaux. C'est intéressant aussi pour toutes sortes de choses. On peut s'intéresser aussi à des graphes, des réseaux de taille massive, comme les réseaux de liens d'amitié, par exemple sur Facebook. Et les outils qu'on va voir pour travailler avec des données massives, on va voir des outils qui peuvent s'appliquer finalement à tous les problèmes. Okay? On va voir une approche qui est MapReduce et puis Hadoop. Et une des choses qui va nous intéresser avec les données massives, là, quand je parle de données massives, je parle vraiment là, de quantités astronomiques de données. Les systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont comme MapReduce. Ça va être utilisé si vos données ne peuvent pas être stockées sur un seul ordinateur de type conventionnel. Et donc, ça va être dans une ferme de serveurs, etc. Et là, on va devoir traiter des données qui sont réparties sur plusieurs machines. Mais qu'on ait une quantité astronomique de données comme, par exemple, les achats qui ont été faits par tous les usagers sur la planète chez Walmart, ou un système de données plus petit, on peut quand même vouloir faire de la recherche de patrons. Au niveau de la recherche de patrons, ce qu'on veut finalement, c'est on veut chercher des patrons dans les données. On veut regarder qu'est-ce qui va ensemble. Quand les gens achètent un certain produit, c'est quoi le produit qu'ils achètent le plus avec ce produit-là, etc. On peut vouloir avoir des règles d'association. On va voir dans le cours des techniques, comme l'algorithme a priori, pour faire de la recherche de patrons de façon efficace. Évidemment, on ne peut pas parler de sciences des données sans parler d'éthique. D'ailleurs, l'éthique devrait faire partie, devrait prendre plus de place dans le monde académique, selon moi. Mais dans le cas des sciences des données, la partie éthique est extrêmement intéressante parce que c'est une partie qui vient avec des techniques informatiques, avec de la science. Ce ne sont pas que des règles qui disent genre, quand vous n'avez plus besoin d'une information confidentielle, vous devriez l'effacer. Ça serait une règle d'éthique pour éviter toutes sortes de problèmes. Mais on va voir aussi des techniques qui vont permettre d'attaquer des problèmes d'éthique beaucoup plus intéressants, selon moi. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on entraîne un système de prédiction sur des données qui, malheureusement, ont été accumulées à une époque où les valeurs étaient différentes. Par exemple, où on avait plus de sexisme ou plus de racisme ou tout autre type de biais. Ici, des biais qui sont qu'on veut éliminer. OK? On peut s'intéresser aussi comment on peut jouer avec des grandes quantités de données et respecter la vie privée. De ce côté-là, il y a des techniques absolument magiques. OK? On peut en fait miner des données confidentielles. Donc, il va y avoir un chapitre qui va être consacré à l'éthique et les différentes techniques qui sont utilisées en sciences des données pour justement respecter des règles d'éthique. Soit dit en passant, le respect de l'éthique, c'est une préoccupation importante au niveau des entreprises. Moi, j'ai été dans un groupe de discussion à un certain moment donné et il y avait des représentants, des ingénieurs, des informaticiens qui venaient de grandes entreprises comme Facebook ou Google et malgré les scandales qu'on entend concernant
des systèmes qui sont peut-être sexistes ou racistes ou je ne sais quoi. Il y a un souci extrêmement important de la part de ces entreprises-là d'intervenir de façon proactive pour éviter justement de continuer à multiplier, rapporter, répéter les biais qu'on a accumulés au cours des années et s'en débarrasser au plus vite. Évidemment, il y a des problèmes qui sont plus philosophiques. Est-ce qu'une intelligence artificielle ou tout simplement un système statistique de sciences des données peut prendre des décisions qui vous concernent? Est-ce que vous avez le droit de connaître l'algorithme? Est-ce que vous pouvez aller en appel quand c'est un algorithme qui décide que vous êtes coupable? Qu'est-ce qu'on fait lorsque finalement tout ça devient dépersonnalisé? C'est inquiétant, mais il y a des avantages. Donc, ça vaut la peine d'y réfléchir à fond parce que si on fait juste éliminer ces techniques-là en disant qu'une machine ne devrait pas prendre des décisions importantes au sujet d'une personne, si on prend cette décision-là, on va s'empêcher d'utiliser des outils extraordinaires. Parce que, par exemple, si on étudie le comportement des juges, on peut remarquer que le matin, vous avez moins de chances d'être condamné. On peut remarquer qu'un certain juge, vous avez moins de chances d'être condamné. On peut remarquer que les juges même qui font tout ce qu'ils peuvent pour être éthiques et corrects vont avoir des comportements biaisés en fonction des minorités, que ce soit de façon négative ou positive. Et donc, dans certains cas, la machine anonyme, sans émotion, capable de respecter les règles de façon juste, ça peut être intéressant en autant qu'on arrive à résoudre tous les problèmes que ça implique. Donc, au niveau du big data et de l'intelligence artificielle, il y a vraiment beaucoup d'impact sur la société. Vous avez un tableau ici de toutes sortes de choses là, sur lesquelles ça peut avoir un impact important. Et donc, il faut, au niveau éthique et tout ça, il faut faire bien attention comment on gère tout ça, comment c'est implanté dans la société. Un livre que je recommande, même si, certaines parties m'ont irrité un petit peu, c'est quand même un exemple intéressant de quelqu'un qui a finalement sonné l'alarme en disant finalement les algorithmes, ce ne sont pas des algorithmes mathématiques pour sauver l'univers, mais ce sont des weapons of math destruction. Le titre est controversé, ou plutôt le titre a été choisi pour semer un peu de controverse, mais il y a quand même des éléments qui ne sont pas de la paranoïa qu'on peut retrouver dans ces documents-là et qui inspirent les gens à améliorer l'usage de ces techniques-là. Je voudrais finir en parlant un peu d'intelligence artificielle. Bon, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas un cours d'intelligence artificielle, mais c'est difficile de faire la frontière entre l'intelligence artificielle et la science des données. Parce que si vos données, ce sont des images et que vous voulez les classifier, on va dire c'est de la vision, c'est de l'intelligence artificielle, mais si vos données, ce sont des informations au niveau de caractéristiques physiques des étoiles, on va appeler ça de la science des données, même du big data si vous traitez des milliards d'étoiles. Mais finalement, si dans les deux cas, on a un vecteur de valeur et puis qu'on doit faire une prédiction, tout ça, ça se mêle. OK? Et donc, évidemment, une des premières choses que l'intelligence artificielle a été capable de faire, en tout cas, une des premières choses que moi j'ai remarquées, c'était la reconnaissance de visage. Maintenant, le problème est d'une certaine façon à peu près réglé. Aujourd'hui, en réalité, les nouvelles techniques d'apprentissage profond sont capables pas seulement de reconnaître les objets, mais de les imaginer. Et ça, il faut que je sois franc,
ça m'a complètement sidéré. La première fois dont j'ai entendu parler de ça, c'est Aaron Courville, parce qu'il est un des précurseurs dans ce domaine-là. Et au début, j'étais extrêmement impressionné, mais totalement sceptique, parce que je me disais, oui, c'est bien, mais à quoi ça va servir? Et là, aujourd'hui, on est capable, vous chercherez réseau adversariel, à partir de toutes sortes d'exemples, de créer des choses qui n'existent pas. Donc ici, à partir d'une photo d'une personne, on va imaginer la personne plus jeune, plus vieille ou en femme. C'est des choses que vous avez déjà vues. Ici, les exemples que j'utilise, ce ne sont pas les exemples qui sont basés sur la science. On n'a pas entraîné ces systèmes-là avec des exemples où on a une personne jeune et la même personne plus âgée, encore moins une personne homme qui devient femme ou femme qui devient homme. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à apprendre finalement à partir d'une tonne d'exemples d'hommes jeunes, une tonne d'exemples d'hommes vieux, une tonne d'exemples de femmes jeunes, une tonne d'exemples de femmes vieilles, à traduire, si vous voulez, ce qui est absolument sidérant. Je vais mettre une vidéo là au niveau des choses les plus impressionnantes qui ont été faites à ce niveau-là et qui sont disponibles sur le web. Une des choses qui m'intéresse beaucoup, moi, en intelligence artificielle, c'est le problème de questions-réponses. La raison pour laquelle ça m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un problème qu'on sait résoudre en partie aujourd'hui. Depuis un bon bout de temps, vous pouvez poser certaines questions à Google qui va vous répondre, ou à Siri, ou à d'autres systèmes. Mais si je demande à Google, est-ce qu'on devrait augmenter le taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada d'un quart de point au prochain trimestre pour diminuer le chômage, et que si je m'attends à avoir une réponse intelligente, je vais être déçu. Et donc, c'est ce que j'appelle humain complet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait répondre à des questions comme un être humain, bien, on sait à peu près tout faire. Moi, je pense que pour pousser l'intelligence artificielle, c'est un bon domaine de recherche. Partir des réalisations actuelles et essayer de pousser le système pour devenir de mieux en mieux, répondre à des questions de plus en plus complexes et sophistiquées. On peut aussi faire de la reconnaissance d'images en intelligence artificielle, je l'ai mentionné. Au début, on reconnaissait seulement des trucs assez de base. Et là, quelques mois après que j'ai vu que les systèmes au milieu académique étaient capables de faire des choses beaucoup plus sophistiquées que juste reconnaître un chat ou reconnaître un chien, mais reconnaître des descriptions d'images. La première chose que j'ai testée, je ne sais pas pourquoi, c'est j'ai testé évidemment en anglais parce que ces systèmes-là sont implémentés normalement en premier dans la langue anglaise. Show me a picture of a cat eating pizza. Et puis, à ma grande surprise, ça avait été implanté dans le système de Google. Une des choses absolument incroyables de l'intelligence artificielle, c'est que c'est en général possible de réaliser en pratique les nouvelles découvertes assez rapidement, surtout s'il n'y a pas de problème éthique qui sont associés. Par exemple, ici, il n'y a pas de problème éthique. Google, il n'y a pas de problème éthique majeur. Google va se faire poursuivre si, lorsqu'on demande, par exemple, et là, je ne raconte pas une histoire vraie, là, c'est plus des légendes urbaines, mais bon, si je demande une photo d'une personne noire et que ce qui sort, c'est un gorille, par exemple, ben là, oui, il va y avoir des problèmes éthiques qui vont ternir de façon assez massive la réputation de Google. Mais les gens ne meurent pas à cause de ce genre d'erreur-là. Par contre, si on entraîne un système médical ou juridique et qu'il y a des erreurs, là, ça peut être hallucinant. Donc, les exemples que je viens de mentionner là, sont loin d'être parfaits, mais je voulais juste insister sur le fait que lorsqu'on doit implanter de l'intelligence artificielle dans un contexte où il n'y a pas de danger, c'est très rapide à partir du moment où les technologies sont développées dans les universités. C'est très rapide pour les entreprises qui ont déjà
une équipe de spécialistes. La traduction automatique est rendue extraordinaire. La première grosse révolution qu'il y a eu en traduction automatique, j'ai entendu dire, j'imagine que c'est pas vrai, mais j'ai entendu dire que c'est lorsque Google a décidé de se débarrasser de ses linguistes, ce qui est un peu triste parce que je pense qu'aujourd'hui, la linguistique a beaucoup à apporter à ce genre de problème-là. Mais vraiment, la grosse différence, le moment où vraiment le système est devenu incroyablement performant, c'est quand ils ont commencé à entraîner des systèmes d'apprentissage profond. Et là, aujourd'hui, les systèmes de traduction automatique de Google sont incroyables. Google commence à répondre à vos courriels pour vous. Le système a commencé à être déployé en français. Après ça, je l'ai en français, en anglais. Là, je l'ai vu en espagnol. Finalement, je l'ai vu en français. C'est incroyable de voir que seulement en entraînant le système à partir d'exemples, on peut vous faciliter la vie. J'ai des exemples où j'ai été extrêmement surpris par ce que Google proposait. Je vais parler, évidemment, je vais vous mettre une vidéo disponible au niveau des chatbots, des systèmes de conversation qui deviennent de plus en plus puissants. À ce niveau-là, en termes d'introduction et de survol, le mieux, c'est vraiment de voir un exemple en particulier. Au niveau de l'intelligence artificielle, on peut penser que les entreprises comme Netflix vont utiliser toutes sortes de systèmes pour améliorer leurs prédictions. On peut penser que toutes sortes de compagnies vont aussi utiliser l'intelligence artificielle pour interagir avec vous, etc., etc. On peut penser à l'industrie du jeu vidéo, qui n'est pas mentionnée nulle part dans mon document, mais qui, à mon avis, est sur le point de voir apparaître l'intelligence artificielle. Bon, un truc que je n'ai pas mentionné nulle part dans le document, ça ne fait pas tellement longtemps que c'est populaire, mais aujourd'hui, au niveau la production de vidéos en temps réel, production d'images en temps réel, par exemple dans un jeu vidéo, il y a des outils d'intelligence artificielle qui ont été développés pour prendre une image de basse résolution et de façon très, très, très rapide et très efficace, augmenter la résolution de l'image. Et ça, ces techniques-là permettent d'accélérer les systèmes de façon considérable. Moi, il y a deux domaines pour lesquels j'ai très, 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 très hâte j'ai hâte que la vieille garde, que la résistance des milieux, des praticiens, la résistance des médecins, la résistance des gouvernements, la résistance du milieu légal, la résistance du milieu de l'éducation aux techniques modernes. Je pense qu'au niveau de la médecine, du droit et de l'enseignement, on va voir toutes sortes de technologies absolument extraordinaires, particulièrement la médecine et le droit. Ça va permettre de démocratiser une foule de connaissances. Au niveau de la médecine, on a un niveau d'accessibilité dans les pays riches qui est quand même impressionnant, mais ça nous coûte une fortune et les pays pauvres ont du mal à suivre. Au niveau légal, par contre, là, on est habitué finalement de s'en passer. Grosso modo, si vous avez un problème légal, la plupart du temps, c'est beaucoup trop coûteux, à moins qu'on vous accuse de meurtre, de vous prendre un avocat. Et à ce niveau-là, je suis absolument convaincu que les systèmes d'intelligence artificielle vont énormément aider les citoyens à mieux vivre, à mieux comprendre les choses. Parce qu'en ce moment, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver l'information médicale et là, vous allez être sûr que vous êtes sur le point de mourir. Si vous cherchez, vous allez trouver l'information légale et vous n'allez rien comprendre. Donc, ce que ça prend, ce sont des systèmes qui auraient, si vous voulez, la bienveillance d'un médecin sage et plein de compassion pour finalement interagir avec vous de façon utile et vous donner de l'information et comprendre votre vocabulaire.